Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse Barça Osasuna, let's go! Okay, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. On veut des lundis matins comme ça toutes les semaines les gars, moi je me réveille avec le sourire, tout ça c'est parfait hein. Le Barça remonte donc à la 3ème place à 5 points de Séville qui a fait match nul ce week-end. L'équipe a encore montré du beau football hier, hein. Franchement c'était un très bon match de la part de tout le monde hein. On a clairement anesthésié cette équipe d'Osasuna, on se demande presque comment c'est possible qu'on ait fait match nul contre eux il y a 3 mois, mais bon, c'est bien, franchement c'est très bien pour la suite, mais il faut pas se relâcher les gars. Xavi s'est exprimé après le match, il a dit que contre Galatasaray nous avons baissé notre intensité, il avait dit que si on baisse d'intensité dans le foot d'aujourd'hui, bah on peut passer à côté de son match clairement. Il a dit que contre Osasuna c'était un des meilleurs matchs depuis qu'il est entraîneur du Barça, les supporters et les joueurs ont apprécié et des victoires comme celle-ci nous donnent le moral. Parmi nos concurrents, seul Séville n'avait pas gagné et il était très important de gagner évidemment. Il a dit aussi que nous commençons une semaine importante pour nous, hein, de la meilleure des façons possibles avec un moral gonflé à bloc. Il a dit que nous allons aligner le meilleur 11 possible en fonction des circonstances, nous devons aller gagner en Turquie tout simplement. Nous avons été meilleurs à l'aller même si nous avons pas bien joué, il a dit, mais nous méritions la victoire et maintenant nous allons aller en Turquie pour gagner. Xavi a aussi parlé de nos chances de remporter la Liga. Bon, il a dit que ce serait très difficile, même si nous gagnons contre le Real ce week-end. Jusqu'à présent, Madrid n'a perdu que 2 fois, donc voilà, on peut pas être très optimiste. Mais on va pas exclure non plus totalement la victoire finale, même si, voilà, frère, compliqué. Il a aussi eu un petit mot pour l'équipe féminine qui a remporté ce week-end la Liga contre le Real d'ailleurs, hein, ils ont gagné leur match une manita si je me trompe pas. Donc il a félicité le football féminin qui nous montre comment jouer et être compétitif. Il a dit que c'est merveilleux de voir cette équipe jouer comme c'était le cas à l'époque avec la Dream Team ou alors avec le Barça de Guardiola. Elles sont un exemple pour l'équipe masculine. Ferran Torres a aussi dit quelques mots après le match, il est très content de la victoire, il a dit que nous continuons à grimper au classement petit à petit, c'est cool. Quand on a des occasions, elles finissent par rentrer, la seule chose à faire est de continuer à travailler quand on rate et que le ballon ne rentre pas. Il a dit qu'on n'avait pas bien joué contre Galatasaray, mais nous sommes autocritiques et nous avons vu la réaction de l'équipe hier soir. Xavi a changé le visage de l'équipe et nous en récoltons les fruits, oui clairement c'est vrai, on les récolte. Il a dit aussi qu'il y a le Classico ce week-end, mais jeudi nous jouons pour notre vie, notre survie en tout cas dans la compétition à domicile. Nous avons obtenu un match nul, ce qui n'est pas bon hein, clairement, et maintenant nous devons gagner en Turquie, clairement. Nous sommes sur une bonne série et nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Eh oui frérot, t'as bien raison. On lui a posé la question sur la forme du Real, il a dit que voilà, qu'ils sont à un grand niveau, mais nous aussi, donc frère, tout peut se jouer. Il a eu aussi un petit mot pour Dembouz, il a dit que tout le monde connaît sa qualité, c'est un joueur qui fait la différence, et nous ne sommes pas surpris par son niveau. On va passer maintenant à l'analyse des buts. Sur l'action du penalty, on peut voir une très belle action construite depuis la défense. Garcia donne le ballon à Jordi sur le côté, Jordi lui scanne un peu tout le terrain. On a souvent vu d'ailleurs pendant le match, et depuis plusieurs matchs d'ailleurs, que Aubameyang fait l'appel vers le porteur de balle, que ça soit Jordi ou quelqu'un d'autre. Donc Jordi cherche un peu Aubameyang, on voit que Gavi fait aussi l'appel, mais il voit que Jordi attend Aubameyang. Donc Gavi change son appel et tourne la tête vers Aubameyang, il voit qu'il déclenche son appel, donc Gavi accélère et déclenche lui son appel en profondeur. Auba amène son défenseur, ce qui libère l'espace pour Gavi et libère aussi Busquets de son marquage. Il la donne en une touche à Busquets qui envoie Gavi en profondeur en une touche. Gavi, malgré son gabarit, a quand même une bonne protection de balle et oblige le défenseur à faire faute. Ferran transforme parfaitement le péno et ça fait 1-0 tout simplement. Sur le deuxième but, j'ai pas vraiment le début de l'action, mais bon, on voit Pedri donc qui a le ballon sur le côté droit. Ce que je trouve intéressant pour le coup, c'est qu'on voit que Busquets vient aider et du coup on voit un petit groupe de 4 joueurs comme ça qui sont assez proches, ce qui offre quand même plus de solutions et que dans l'éventualité où on perd le ballon, on sera 4 à la récupération déjà. Donc sur son appel, Busquets amène son adversaire avec lui, Alves s'écarte aussi, ce qui amène aussi l'adversaire à son marquage, ce qui ouvre la passe pour Dembélé, qui a tout le champ libre devant lui. Après c'est le talent qui fait la différence tout simplement, hein. Dembélé vient fixer le défenseur qui ne l'attaque pas, bon d'un côté frère, à tout moment tu te prends un crochet, il savait pas trop, voilà. Dembouz s'ouvre une possibilité de passe, alors que Ferran lui fait un très bon appel dans le dos de la défense. Dembélé donc a le choix entre 2 passes possibles, soit il la donne dans l'espace le plus ouvert, mais le ballon arriverait peut-être un peu dans le dos de Ferran, et vu qu'il est lancé, voilà, il aurait peut-être du mal à contrôler, ou voilà, peut-être pas la meilleure solution. Il y a aussi la possibilité de la donner dans l'espace le plus petit, mais la passe est quand même beaucoup plus difficile à réussir. Dembélé ouvre
son corps et oriente son corps vers l'extérieur, ce qui peut indiquer qu'il va choisir la première solution, donc l'angle le plus facile, le plus ouvert, mais non, il donne le ballon parfaitement dans l'angle fermé, Ferran est complètement seul, et il a plus qu'à finir le taf, tout simplement, 2-0. Sur le troisième but, l'action part encore de la défense, Garcia a le ballon, comme souvent Dani se déplace dans l'axe, au poste de relayeur, Ousmane demande le ballon sur le côté pour écarter au maximum le jeu, on voit le joueur d'Osasuna qui dit à son collègue de fermer la passe pour Ousmane, il lui fait signe, Garcia lui fait aussi un peu une feinte de passe pour Ousmane, il ouvre un peu son corps comme ça, même si là il l'a donné bien sur le côté, un peu comme Busquets il adore faire ça. Et donc il la donne à Dani qui est seul dans l'axe, bon Dani prend son temps pour remonter le ballon tranquille, il s'enflamme un peu, il fait quelques passements de jambes, roga bonito, genre c'est le côté brésilien ça, c'est le côté un peu fiesta. Donc ça c'est juste un petit bonus histoire de se faire plaisir et d'amuser un peu la galerie. Ousmane lui demande la balle sur le côté, il est servi, il est pas attaqué par son adversaire forcément, il se positionne pour centrer, à ce moment-là Aubameyang lui déclenche son appel, Dembélé lui donne parfaitement dans l'espace le plus dangereux possible, trop loin pour le gardien mais très proche des cages, et Aubameyang n'a plus qu'à dévier le ballon pour que ça fasse but. C'est là qu'on voit l'entente parfaite aussi des deux joueurs, ce qui fait quand même beaucoup de bien à l'équipe. Donc 3-0 et à ce moment-là on peut jouer tranquille jusqu'à la fin du match et s'économiser, dommage pour le spectacle mais c'est quand même mieux pour la suite. Sur le dernier but, ça part d'un corner joué à deux entre Dani et Ousmane, pour le coup la défense joue quand même très mal le coup, ils sont tous dans la surface alors que dans l'axe il y a quand même Busquets qui est quand même assez libre et surtout Ricky complètement seul. Donc les gars marquent quand même Gavi à 2, ils prennent à 3 Langlais et Ferran si je me trompe pas, je sais plus. Mais bref, en tout cas c'est un peu n'importe quoi, mais tant mieux pour nous. Dembélé lui joue bien le coup, il lève la tête, il voit Ricky complètement seul et centre pour lui. Donc Ricky tente en première intention, le gardien la repousse, mais voilà, Ricky c'est le premier à réagir, le gars se jette sur le ballon comme un mort de faim. Il voulait prouver beaucoup de choses je pense, voilà, le gars n'a pas beaucoup de minutes pour s'exprimer, donc voilà, il a tout donné. Mais c'est bien pour lui, tant mieux, franchement c'est cool. Il dribble le gardien et a la possibilité de la donner à Ferran qui demande que ça, il avait envie de claquer son triplé quand même. Mais Ricky avait quand même envie de participer à la fête, voilà, donc il claque son petit but pour finir et ça fait 4-0. Donc encore un match parfait de la part de l'équipe et de Xavi. On enchaîne 2 clean sheets et on prend un but sur les 4 derniers matchs. Les joueurs enchaînent à un très haut niveau et Xavi a pu encore faire tourner et a même pu se permettre de relancer un peu Ricky et l'anglais. Adama, Araujo et Frenkie qui enchaînent aussi beaucoup ont pu souffler, ce qui est quand même pas plus mal pour la fin du mois là, les 2 prochains matchs en tout cas. On démarre la semaine parfaitement pour aborder les 2 prochains matchs qui vont être décisifs pour la suite. On joue notre seul trophée potentiel jeudi contre Galatasaray à l'extérieur et on va affronter le Real pour un classico qui sera sûrement un des plus gros chocs de la saison et qui nous permettrait aussi peut-être de nous rapprocher encore de Séville qui affronte aussi la Real Sociedad ce week-end, donc ils peuvent aussi perdre des points. Et si on gagne ce match, pourquoi pas mettre un peu la pression aussi sur le Real pour la fin de saison, mais bon, voilà, on est encore très loin de tout ça. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses. Vous avez été nombreux les gars à me poser des questions et ça fait toujours plaisir. J'ai sélectionné quelques questions qui me paraissaient intéressantes mais j'ai pas pu prendre tout le monde, désolé d'avance. Donc on commence par Sam Biche. Est-ce que le but de Ricky lui a permis de se relancer pour la fin de saison? Alors franchement, je pense pas, j'ai pas envie d'être méchant. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Ricky évidemment, vous m'avez demandé mon avis sur le futur de Ricky et tout ça, mais mon avis n'a pas changé. J'avais sorti une vidéo il y a quelques temps et pour moi rien n'a changé, même s'il a fait une bonne rentrée hier, ça c'est clair. Mais est-ce que ça peut le relancer dans la rotation? C'est possible, ça oui, ok, dans la rotation. On sait qu'il peut faire de belles choses comme hier soir contre Osasuna à domicile, voilà. Après, est-ce qu'il peut passer devant Pedri, Gavi, Frenkie ou même Nico? Absolument pas pour moi en tout cas. Je veux pas être méchant avec lui comme je l'ai dit, mais pour moi rien que Gavi déjà, il a un Ricky dans chaque orteil, le gars. Voilà, c'est pas comparable pour moi, clairement. C'est pas pour être méchant, je le répète, je précise bien, je n'ai rien contre Ricky, c'est juste que il y a meilleur que lui, tout simplement. C'est comme ça, c'est le foot, c'est un sport de compétition et les meilleurs doivent être sur le terrain normalement. On pourrait dire qu'il est plus proche du niveau de Nico, donc il pourrait jouer un peu la concurrence avec Nico, mais franchement, quand même pour moi, Nico est quand même devant et il apporte quelque chose que Ricky ne pourra jamais avoir, c'est-à-dire le physique, tout simplement. Ricky, c'est une plume à côté. Donc pour donner un exemple, Ricky et Gavi qui ont quand même un peu le même profil, le même gabarit, tout ça, Ricky au moindre contact, lui, il est par terre. Gavi, physiquement, il est monstrueux, le gars, quand même. C'est quand même incroyable, il est partout, à la récupération, la construction, la finition, le gars qui cavale 90 minutes, c'est un bœuf quand même, hein. Le mec est à la lutte à l'épaule et fout par terre tout le monde. Le gars il a 17 ans, il fait à peine 1m73, je sais pas combien de kilos il fait, mais il bousille tout le monde. Le gars, le mec me fume, sérieux, c'est incroyable. Donc si grâce à son entrée, Ricky peut rentrer dans la rotation pour la fin de saison, tant mieux pour lui, mais voilà, ça reste à mon avis le 5e choix à son poste, hein. Donc voilà. Aylan qui demande Ferran, Aubameyang, Dembélé
Dembélé, le trio gagnant. Pourquoi pas, ouais, franchement, pourquoi pas, ça fonctionne très bien. C'est vrai que la concurrence est féroce hein, entre Dembélé et Adama, les deux enchaînent des gros matchs, franchement. On le sait que le poste d'ailier gauche est pour Ferran, clairement, il n'y a pas de doute. Il y a Memphis qui est le remplaçant à ce poste-là, je pense. Mais il est quand même en dessous en ce moment, même si quand il est au top, il peut beaucoup apporter aussi. Mais voilà, pour le moment, il est quand même derrière. Aubameyang dans l'axe, il n'a pas beaucoup de concurrence, hein. Franchement, il y a Luc qui généralement fait de bonnes rentrées, ok. Il claque souvent son petit but de la tête quand il rentre, tout ça, c'est cool, mais c'est un peu trop léger pour concurrencer Aubameyang. Du coup, c'est à droite que c'est vraiment chaud, comme je le disais avec les deux fusées. Les deux ont le même profil, mais franchement, c'est dur de les départager. Xavi les met un match sur deux, donc contre Galatasaray, je pense qu'on devrait voir Adama pour le coup, et pour le Classico, Dembélé. Ousmane, lui, il apporte aussi quelque chose qu'Adama ne fait pas souvent. Déjà, il a les deux pieds, ce qui est quand même pratique. Dembélé rentre aussi dans l'axe, il peut faire les deux, il peut déborder pour centrer, et il peut aussi rentrer dans l'axe pour centrer ou même frapper. Donc Adama, c'est très stéréotypé, on va dire, comme jeu. Il fait très souvent la même chose, et si on peut lui reprocher quelque chose, c'est ça, c'est le manque de variété dans son jeu. Donc à voir, mais vu les derniers matchs de Dembélé, c'est possible que dans la tête de Xavi, Dembélé soit quand même passé devant, et son entente avec Aubameyang aussi est forcément un plus. Ansi Junior qui dit quel est l'effet de Xavi sur la défense du Barça. Question intéressante frérot, hein. Je vais pas faire une grande analyse ou quoi, j'ai pas vraiment eu le temps ou pris le temps de réfléchir là-dessus, mais déjà on voit énormément de changements depuis que Xavi est là. Déjà les défenseurs doivent absolument relancer proprement, ça c'est clair, et cherchent souvent les ailiers sur du jeu long, chose importante pour Xavi. On a vu Araujo qui s'est un peu amélioré dans ce domaine, mais qui a toujours du mal. Xavi demande aussi aux défenseurs de monter le plus haut possible pour libérer un milieu du marquage, et pour le jeu de position en fait, classique, le jeu de position c'est ça, c'est de partir de sa défense, enfin c'est ça fait partie de... ça se joue comme ça, le jeu de position tu pars, tu construis depuis ta défense, et les défenseurs doivent monter jusqu'à ce qu'un attaquant leur mette la pression pour libérer un gars. Donc si ça libère un collègue et que le collègue il est marqué par un autre, par l'adversaire, il faut qu'il y ait un troisième homme, le troisième homme libre, le fameux troisième homme libre. Enfin bref, vous avez compris un peu le principe. Le défenseur doit monter jusqu'à ce qu'un adversaire lui mette la pression pour que le défenseur donne le ballon au joueur qui est libre. Et on a vu plusieurs fois hier avec les montées de Garcia qui est très intéressant là-dedans. Piqué aussi, voilà, Piqué il sait comment ça marche, il a l'habitude quand même. Après il y a aussi, comme je l'ai fait remarquer sur le deuxième but, le fait que les joueurs cherchent à se rapprocher et jouer court dans les petits espaces. Ça permet déjà de combiner rapidement et de libérer plus rapidement le marquage du troisième homme. Comme je le disais, ça permet aussi à la perte de balle d'être plusieurs proches du ballon et mettre la pression rapidement et récupérer le ballon le plus vite possible, ce qui soulage aussi la défense parce qu'on évite les contres et tout ça. Donc voilà ce qui a le plus changé avec Xavi, je pense, côté défense. Thomas qui demande Ferran en confiance, il peut être monstrueux, tu penses? Clairement, oui. Après, j'ai déjà donné mon avis sur ce que peut apporter Ferran. C'est pas le gars qui va marquer 50 buts par saison, c'est clair. Mais on a vu déjà, depuis qu'il est arrivé, qu'il apporte beaucoup par ses déplacements et son jeu sans ballon. Voilà, ça on le savait. Les gars qui aiment trop les stats étaient pas satisfaits et attendaient qu'il marque plus de buts. Ce qu'on peut comprendre aussi. Qu'il marque un but de temps en temps, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire, pour un attaquant, généralement. Donc petit à petit, il commence à marquer de plus en plus et aussi à prendre la confiance. Donc s'il arrive à marquer ou faire une passe D par-ci par-là, ça va faire mal, je pense clairement. Et beaucoup vont retourner leur veste, hein. Ça c'est un sujet aussi peut-être important dans la côté santé et pour les médecins, pour les kinés qui vont avoir beaucoup de travail, mais c'est pas grave. Franchement ils nous rejoindront les gars pour le soutenir. Nous ça fait longtemps qu'on est monté dans le train de Ferran, hein. Mais bon, il y a encore de la place, vous inquiétez pas les gars, donc vous pourrez venir quand vous voulez. Dès que vous êtes prêts, montez dans le train avec nous les gars, on est en train de faire la fête là. On est bien, franchement on est bien dans le train, c'est grave confort. Donc monstrueux, oui on va dire, mais surtout important dans le collectif, comme je l'ai déjà dit, Ferran c'est un bon joueur collectif, il apporte beaucoup dans plusieurs domaines, et si sa confiance est au maximum, bah ça ne peut que être mieux pour l'équipe tout simplement, vous le verrez, je pense qu'on verra beaucoup de différences. Mais il doit être plus constant, ça c'est clair, il doit être plus constant et travailler encore la finition, parce que n'oublions pas que c'est encore un jeune joueur aussi, les gens ont tendance à l'oublier. Ok, Gavi il a 17 ans, Pedri en dessous, Nico et tout ça, ils sont très jeunes, mais Ferran il est aussi encore très jeune, hein, et il est loin d'être à son prime, je sais pas quel âge il a, s'il a 21 ou si peut-être il vient d'avoir 22, je sais pas, mais aux dernières nouvelles il avait 21, bref, 21 c'est encore très jeune, il a lui aussi beaucoup de potentiel et peut encore s'améliorer dans plein de domaines, et je ne doute pas qu'il a beaucoup appris déjà avec Guardiola et qu'il apprendra encore beaucoup avec Xavi ou même avec Luis Enrique.
R. Darouzi qui dit c'est dur de trouver des points négatifs après ce match, mais Memphis n'est pas encore au niveau, non? C'est vrai que c'est difficile de trouver des côtés négatifs après ce match, tout le monde a été au niveau. Après pour Memphis, je sais pas trop, c'est vrai qu'il a pas fait une entrée top, surtout à un moment là où il loupe une passe, on était à 4 contre 1, genre... Bref, mais sans parler de ça, le gars revient de blessure, il est pas encore au top, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il pourra être vraiment bon dans cette équipe de Xavi, dans cette animation qu'a mis en place Xavi? Est-ce qu'il a le profil parfait pour jouer dans ce collectif? Compliqué de répondre après si peu de matchs. Depuis que Xavi est là, quand même, que l'équipe tourne vraiment bien, il n'a pas beaucoup joué. Quand Xavi est arrivé, il n'était pas top, mais l'équipe n'était pas encore à ce niveau, collectivement. Et ensuite, il s'est blessé, donc voilà. Maintenant, il revient et l'équipe tourne très bien, sans lui, donc il doit se battre pour sa place. Il reste le meilleur buteur du Barça, quand même, pour le moment, parce qu'Aubameyang, s'il continue comme ça, il va le fumer, mais c'est bien, ça apporte de la concurrence. Mais j'attends d'en voir un peu plus pour donner un avis plus tranché, de le voir plus sous Xavi. Regardez ce qui s'est passé avec Dest par exemple. Hein. Le gars sortait des matchs quand même horribles, immondes, quand Xavi venait d'arriver, et moi perso, je croyais plus trop en son retour. Mais il a bossé en silence, tranquille, dans l'ombre, vas-y frère, bosse. Xavi a dû vraiment l'aider, je pense, à comprendre le jeu déjà, dans un premier temps, et à le mettre dans les bonnes conditions, psychologiquement. Maintenant, on voit le résultat. Dest, il est chaud patate, donc peut-être qu'avec Memphis, il va faire le même travail, ou il est en train de le faire, mais après c'est aux joueurs d'être réceptifs aussi à tout ça, et de se remettre en question. Dest et Memphis, ils ont pas la même expérience, ils ont pas le même âge non plus, donc à voir ce que ça donne. Réponse à la fin de la saison, ou dans quelques semaines, et si Memphis ne montre pas qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe, je pense qu'il pourra dire au revoir au club cet été. Ensuite on a Louis qui demande, on a fait un match magnifique, mais est-ce qu'on aura la force pour jeudi et dimanche? C'est possible, franchement. Déjà, comme je l'ai dit, Xavi a fait tourner encore pour ce match et 3 joueurs importants n'ont pas joué une seule minute. Donc on peut souffler totalement. En plus de ça, Xavi a mis en place une rotation depuis quand même plusieurs matchs et hier, il a même sorti Jordi Alba, ce qui n'arrive quand même pas très souvent, voire jamais. Donc déjà, c'est un premier point assez important. Ensuite, deuxième point, qui est peut-être le plus important dans le sport, c'est le mental. Le physique est important, ok, mais des joueurs en pleine confiance qui enchaînent les bons résultats, ça fait beaucoup de différence. C'est vrai que les 2 matchs sont peut-être aussi importants l'un que l'autre et on peut avoir peur que les joueurs aient déjà la tête au Classico, mais jeudi on joue une Coupe d'Europe, ça peut être le premier trophée européen de la plupart des joueurs de l'équipe, hein, et peut-être même leur premier trophée au Barça. Ok, c'est que l'Europa League et la plupart des supporters s'en foutent peut-être un peu, mais ça reste un trophée et les joueurs seront motivés, je pense, hein. En tout cas, ne croyez pas que Xavi leur rappellera pas ça, genre Xavi est pas du genre à laisser passer un trophée, je pense. D'un autre côté, le Real aura une semaine complète pour préparer le match de leur côté, donc mais c'est comme ça. C'est le calendrier les gars, donc il faudra que Xavi dose bien entre la rotation et l'équipe qui peut être la plus performante possible jeudi pour éviter de se cramer pour dimanche aussi. Compliqué. J'espère juste qu'on n'ira pas en prolongation parce que là ça va être compliqué sinon pour le Classico. MC HD qui dit, avons-nous la stabilité et les automatismes pour gagner contre les gros clubs? C'est une bonne question frérot. La stabilité peut-être pas complètement. Il faut encore une fois rappeler que l'équipe est en pleine construction, tout ça on le sait, ou en tout cas elle est en pleine évolution. Petit à petit, on joue de mieux en mieux, Xavi a apporté des nouvelles idées, tout ça, donc elle est en évolution. On a un mélange aussi de cadres, de jeunes et qui démarrent à peine en pro, et de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc la stabilité, on commence à la voir clairement depuis plusieurs matchs, quand même, principalement depuis la petite trêve sans matchs internationaux qui avait fait beaucoup de bien, apporté beaucoup de bien à l'équipe. Mais on n'est pas à l'abri de passer à côté de notre match, comme on a pu le voir contre Galatasaray. Ça veut pas dire qu'au moindre faux pas, on va rechuter à la 10e place, les gars. On n'a pas encore peut-être cette équipe qui peut tuer tous les matchs, mais la stabilité on commence clairement à l'avoir quand même, mine de rien. Les automatismes on les a clairement, je pense. C'est aussi compliqué pour les mêmes raisons que j'évoquais juste avant, mais beaucoup de nouveaux dans l'équipe et c'est difficile de se trouver facilement quand on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, ça c'est logique. Et en plus de ça, comme je disais, voilà, un nouveau coach qui arrive avec des nouvelles idées. Mais là on peut dire que les automatismes on les a. Sur certains matchs ça peut être moins visible que d'autres, ok, parce que Xavi fait beaucoup de rotation et les joueurs doivent s'adapter aussi. Les équipes en face défendent aussi très bas, donc ça n'arrange rien, mais quand même, on voit bien qu'il y a beaucoup de connexions qui se font. La relation Oba-Dembélé déjà, il y a aussi la relation Pedri-Ferran, Jordi aussi avec Aubameyang, Busquets qui trouve quand même beaucoup de joueurs sur du jeu long, que ça soit les milieux ou les attaquants, hein, qui font les appels. Bref, vous avez compris, il y a très longtemps, enfin il y a quelques mois, avant que Xavi n'arrive, quand il y avait encore le Koeman qui était sur la sellette, j'évoquais d'ailleurs un peu le sujet. Je disais que ce qui manquait à cette équipe, et que ce que Xavi pouvait peut-être apporter en arrivant, c'était ces connexions entre
les joueurs sur le terrain, des connexions comme on avait avant, avec Xavi, Iniesta, Messi par exemple, Alves Messi, Alba Messi, Messi, Neymar, Suarez, Pedro Messi aussi, et même Pedri Messi la saison dernière, enfin bref. Bon, beaucoup de connexions autour de Messi, mais quand même vous avez compris le message, en début de saison on voyait une belle connexion qui commence à se former, Frenkie-Memphis, ou même vite fait en dessous Memphis quand en dessous est revenu, mais petit à petit voilà, tout ça a disparu. Donc il n'y avait plus vraiment de connexion, sous Koeman en tout cas. Maintenant on voit beaucoup plus de connexions entre les joueurs, et il y en a beaucoup dans plusieurs zones du terrain, donc ce qui peut apporter du danger ce qui peut venir de partout tout simplement, donc que du bon j'ai envie de dire. Ricardo qui demande, avec les performances de Pedri et Gavi, doit-on se passer de Frenkie pour le Classico? Alors évidemment quand on voit le match d'hier on peut se poser la question, mais quand on voit le match contre l'Atlético ou quand on voit le match retour contre Naples, je crois que la question elle est vite répondue comme on dit. C'est vrai que c'est peut-être un casse-tête pour Xavi et j'aimerais pas être à sa place, enfin ça dépend pourquoi, mais pour moi Frenkie doit être présent dans les grands matchs, s'il est au top bien entendu. Contre Osasuna on a subi quasiment à aucun moment, mais quand en face on a un adversaire qui attaque un peu plus, peut-être qui est un peu plus dangereux, Frenkie est quand même super utile dans tous les domaines. Après se passer de Gavi ou Pedri c'est un crève-cœur, ça c'est sûr, moi ça me fait mal, mais je pense qu'on pourra voir Pedri sur le banc jeudi, qui souffle un peu, à voir, je sais pas ce qu'a prévu Xavi, mais je dirais que c'est une possibilité. Pour le Classico je pense qu'on aura un milieu Busquets, Pedri, Frenkie, c'est ce milieu là qui t'apporte quand même le plus de sécurité, même si Gavi manque quand même beaucoup au pressing par son activité, il est quand même très chaud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve mercredi pour l'avant-match Galatasaray-Barça, d'ici là passez une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.